Depuis 2 semaines, Russes et Européens semblent se titiller de plus en plus avec ce qui semble être une stratégie asymétrique du côté des Russes. En effet, si les forces armées ukrainiennes sont en situation d'infériorité et donc de conflit asymétrique avec les forces armées de la Fédération de Russie, il en va de même pour les Russes vis-à-vis de l'OTAN. Et justement, ces derniers jours, plusieurs incidents ont émaillé les frontières entre la Russie et les pays européens membres de l'OTAN, les Russes jouant avec les nerfs des Européens, qui désormais à chaque incident se demandent si les Russes ne sont pas derrière. C'était notamment le cas hier, lorsque plusieurs petits drones ont survolé l'aéroport de Copenhague au Danemark, provoquant une interruption ou une perturbation du trafic durant plusieurs heures. Pour le moment, aucun élément ne permet encore d'identifier l'origine ou le commanditaire de ces événements. Ces derniers jours, plus exactement le vendredi 19 septembre et le dimanche 21 septembre, des avions russes ont survolé l'espace aérien maritime de l'Estonie pendant un court instant. Ils ont été renvoyés vers les espaces aériens internationaux par des chasseurs de l'OTAN. Dans ce cas précis, il faut mentionner que le couloir aérien que peuvent emprunter les avions russes pour relier notamment Saint-Pétersbourg et Kaliningrad est extrêmement réduit, puisqu'il s'agit d'un couloir qui fait parfois moins de 10 km et que l'erreur reste donc possible, même si sa répétition sème le doute. La ministre de la Défense lituanienne a d'ailleurs tweeté à ce sujet, faisant référence à l'avion militaire russe abattu par la Turquie en 2015, lorsqu'un avion russe survolant la Syrie a fait une petite incursion dans l'espace aérien turc. Rappelons toutefois qu'à l'époque, Moscou avait menacé de prendre de très nombreuses mesures de rétorsion et qu'Ankara avait rapidement fait profil bas et indemnisé les familles des victimes. Reste à voir si, en cas de situation réelle, la ministre de la Défense lituanienne donnerait l'ordre d'abattre un avion russe. Et il y a une semaine, un drone russe a survolé la Roumanie pendant un peu moins d'une heure. En clair, il s'agit là de toute une série d'incidents imputés à la Russie, qui a commencé dans la nuit du 9 au 10 septembre, lorsqu'une vingtaine de drones non armés ont pénétré, parfois en profondeur, le territoire polonais, mettant le pays et ses alliés de l'OTAN en alerte et amenant à l'abattage de ces drones par des missiles autrement plus onéreux que le coût limité de fabrication de ces drones. Selon le journaliste polonais Sébastien Mewisen, même si l'origine russe des drones n'est pas à interroger, certains détails soulèvent jusqu'à aujourd'hui des questions et suscitent des tensions dans la société polonaise. En ce qui concerne les drones qui sont rentrés dans l'espace aérien polonais illégalement et qui ont été rapidement abattus, la version officielle persiste, c'est-à-dire que c'était un acte de la Russie qui voulait tester les capacités organisationnelles et de défense de la Pologne. Ce qui n'empêche pas qu'il reste toute une série de questions. Le problème actuellement dans la société polonaise est que le débat autour de ces questions est rendu difficile, comme dans les premiers mois de l'invasion russe sur l'Ukraine, où toute question un petit peu allant à l'encontre de ce qu'on appelle le mainstream est rapidement classifiée comme étant de la désinformation ou de la propagande du Kremlin, etc. Souvent de la part de journalistes qui n'ont aucune sympathie pro-russe, simplement qui essayent de voir avec un petit peu de recul quels sont les tenants et aboutissants d'une situation. Le doute persiste notamment en ce qui concerne le contexte exact de l'arrivée de ces drones. Certains observateurs osent soulever la question de savoir s'il ne s'agissait pas, du moins en partie, d'une provocation ukrainienne. On se souvient en Pologne qu'il y a 3 ans, un missile russe avait été abattu par le système de défense ukrainien et accidentellement un débris est donc tombé du côté polonais de la frontière polono-ukrainienne, tuant 2 citoyens polonais. D'ailleurs, dans les derniers jours, l'ancien président Andrzej Duda a admis qu'il avait conscience du fait que le président Zelensky voulait à tout prix convaincre la Pologne de s'engager dans la guerre aux côtés de l'Ukraine et que donc l'action en question avec la fusée avait également servi à ça notamment. Une autre question qui se pose est de savoir comment des petits drones inoffensifs viennent à parcourir plusieurs centaines de kilomètres, voire parfois jusqu'à 1000 kilomètres. On a aussi appris que les services de défense biélorusses ont informé la Pologne du fait que des objets non identifiés s'approchaient de sa frontière. On ne connaît pas la raison pour laquelle Minsk a pensé que c'était bon d'informer Varsovie de cette situation. Beaucoup de questions, comme je l'ai dit, restent sans réponse. L'une des hypothèses que l'on peut avancer est que la Russie cherche à tester la réaction des Européens, mais aussi des Américains, et pourrait en outre chercher à évaluer les tensions internes que cela génère dans les sociétés occidentales, mais aussi, et peut-être surtout, avoir pour but
que les pays occidentaux détournent une partie des moyens qu'ils mettent au service des forces armées ukrainiennes et qu'ils consacreraient à leur propre défense. Car même si la ligne de front ne bouge quasiment pas, à l'exception d'un village dans l'oblast de Dniepopetrovsk qui aurait été ce dimanche conquis par les forces armées russes, en revanche, les bombardements russes sur l'Ukraine se poursuivent et ont notamment fortement perturbé le trafic ferroviaire ces derniers jours. Et c'est dans ce contexte que Donald Trump va ce soir échanger en personne avec Volodymyr Zelensky, en marge des réunions qui ont actuellement lieu aux Nations Unies à New York, sans que l'on sache si des éléments significatifs vont en ressortir. Tant Donald Trump, malgré sa déception affichée publiquement de ne pas être parvenu à régler le conflit russo-ukrainien, ne semble pas mettre cette question parmi ses priorités. En effet, pour Trump, la priorité reste la sauvegarde du dollar et l'affrontement économique avec les géants asiatiques. Et pour lui, les Européens ne sont que des supplétifs qu'il devrait s'efforcer de racketter ou d'essayer d'envoyer en éclaireur contre l'Inde et la Chine. Et pendant ce temps, inexorablement, depuis plus de 3 ans et demi, le conflit russo-ukrainien se poursuit. Emmanuel Macron joue la carte palestinienne. Le président, bien à la peine en politique nationale, tente de se refaire la cerise aux États-Unis, encore raté. Pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Le ton est grave et surjoué. Le président de la dette a parlé. Emmanuel Macron a tenu son discours sur la reconnaissance de l'État palestinien et Paris a donc reconnu l'existence de cet État à l'instar du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie et du Portugal. La veille, lundi, c'est aux côtés de la Belgique, du Luxembourg, de Malte, d'Andorre et de Monaco que se trouvait donc Paris. La démarche d'Emmanuel Macron n'est ainsi pas isolée. Évidemment, le discours présidentiel se voulait équilibré avec une demande appuyée de paix dans la région avec autant de précautions que possible pour ne pas trop froisser Israël. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. Sans jamais dire le mot génocide, le président français a néanmoins évoqué les massacres. Son discours a évidemment agacé du côté de Tel Aviv, sans ravir pleinement les défenseurs de la cause palestinienne en France et ailleurs. En effet, si Emmanuel Macron estime qu'il y a des massacres israéliens, comment peut-il renoncer à instaurer des sanctions contre l'État hébreu ? Le « en même temps » macronien souffre ici encore de contradictions. Habitué à faire des plans sur la comète, le président français a même évoqué l'après-guerre, esquissant un cadre concret, démantèlement militaire et politique du Hamas, renforcement d'une autorité palestinienne renouvelée pour gouverner Gaza et création d'une force internationale de stabilisation sous mandat du Conseil de sécurité de l'ONU avec aide internationale pour le désarmement. Des vœux pieux qui ont été balayés dès le lendemain par Donald Trump qui rencontrait des chefs d'État arabes. Si la reconnaissance de l'État palestinien s'inscrit tout à fait dans la tradition diplomatique française, la méthode Macron condamnait encore plus la France à un rôle de spectateur. En effet, si Paris a coprésidé cette 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York avec l'Arabie saoudite, d'autres États européens se sont bien gardés d'une telle reconnaissance. C'est le cas de l'Allemagne, mais aussi de l'Italie qui garde des cartouches éventuelles pour négocier demain avec Israël. La démarche macronienne aura peut-être fait gagner quelques points d'opinion en France au président dans un segment de population d'origine immigrée, mais elle n'aura très probablement aucun effet favorable à la paix en Palestine.